Bonjour à tous et bienvenue à Quimper à l'occasion du festival Braze Transition, premier festival de la transition énergétique en Bretagne qui se déroule du 18 au 20 septembre. Durant une heure, nous allons autour de thématiques telles que l'énergie, l'habitat, les transports et les services, tenter de vous démontrer les bienfaits de cette transition énergétique et ses bénéfices économiques pour le territoire. Cet événement s'adresse aussi bien aux professionnels d'une économie plus verte et vertueuse qu'au grand public, car oui, à notre échelle, chacun d'entre nous peut œuvrer pour diminuer son empreinte carbone, consommer mieux, consommer moins et surtout être des acteurs plus éco-responsables. Durant cette heure vont se succéder à mes côtés des professionnels de l'énergie, des élus locaux mais aussi des ambassadeurs et défenseurs du développement durable. Autant dire tous ces acteurs qui militent et agissent pour une transition énergétique en Bretagne et plus largement, vous le verrez, au niveau mondial. Alain Collet, bonjour. Bonjour. Vous mettez le micro, Bonjour. Alain. Merci. Vous êtes le chef de projet du festival Braze Transition. Pour quelle raison avoir souhaité justement créer un tel événement à moins de 2 mois maintenant de la COP21, la conférence climat organisée à Paris? Le premier objectif, c'était de s'adresser au grand public, d'expliquer à chacun d'entre nous ce que c'est que la transition énergétique, de traduire cette transition au travers de tous les secteurs d'activité, puisque ça concerne tous les secteurs, et de montrer aussi que tous les secteurs sont interdépendants. Voilà, la transition, c'est l'ensemble des activités. Et nous sommes très heureux aujourd'hui ici de voir tous les stands qui représentent une cinquantaine d'entreprises, des associations, les institutions. Vous avez voulu un festival ludique et réellement convivial. Le grand public a-t-il pris conscience justement de ces enjeux de cette transition énergétique? Alors, je ne sais pas si le grand public a pris conscience, mais nous, on ambitionne de lui faire prendre conscience, mais de manière effectivement ludique. C'est-à-dire qu'il y a ici des animations et des propositions de conférences, d'ateliers ou des stands qui permettent à chacun de comprendre à son niveau. Et on peut amener les enfants, on peut amener toute la famille. Il y a des choses très ludiques ou des choses beaucoup plus sérieuses. Alors on aura justement en fin d'émission avec Lucie Conque un programme détaillé de ces 3 jours de festival. L'objectif, c'est aussi quoi pour le grand public? C'est montrer qu'on peut consommer moins et consommer mieux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mieux faire comprendre la situation actuelle. Parce que pour que les gens modifient leur comportement, pour faire évoluer les usages, il faut pouvoir mieux comprendre. La transition, ce n'est pas une affaire uniquement de technologie, c'est aussi une affaire d'usage. Et pour modifier son usage, il faut comprendre. Roland Jourdain, alors ambassadeur, hein, je parlais tout à l'heure d'ambassadeur de la cause environnementale, skipper cornouaillais au palmarès long comme un dimanche sans vent, vous sillonnez les océans et depuis quelques années vous êtes engagé pour la planète. Dites-moi, au beau milieu de l'océan, on voit différemment justement cette planète? Au milieu de l'océan, on voit, oui, on voit tout. On voit l'océan, je dis toujours que c'est le tapis sous lequel on cache la poussière. Alors nous, on voit les trucs à fleur d'eau. J'ai vu les choses se décaler sur 30 ans parce que c'était plutôt chez nous. Maintenant, c'est partout. C'est dans les 40e rugissants, etc. Enfin, donc forcément, il y a du boulot. Qu'est-ce qui vous a séduit sur le festival de la Braze Transition qui vous a poussé à en être le parrain? À titre personnel, parce qu'Alain Collet est un vieux camarade de la course au large et engagé dans toutes ces choses-là, et j'admire l'énergie qu'il a mis là-dedans. Moi-même, c'est une conviction que je boucle une boucle, hein, en fait. Je suis venu à la compétition par l'amour des grands espaces et de la liberté. Et je crois que c'est essentiel, ce genre d'événement, comme le dit Alain, et il y en aura plein d'autres. C'est le premier d'un grand nombre. Je pense qu'il faut que ça soit festif, ludique, joyeux. Forcément, on est dans un paradigme qui change. Forcément, c'est des problèmes, forcément. Mais il faut voir les solutions, les opportunités. Et autant on va voir de la technique, ici, on voit de la rencontre et du partage. Et je crois que ça, c'est des vraies notions. Le collaboratif, ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais c'est comme ça que ça va fonctionner demain. Donc il faut exploser un petit peu les modèles. Et juste pour donner une idée, il y a une table ronde sur les énergies marines renouvelables en ce moment. Là, j'ai dû m'échapper. Pour donner une idée, quelqu'un disait le barrage de la Rance, ça fait 50 ans, a été fait pour produire 50%
des besoins prédictibles de la Bretagne. Et aujourd'hui, c'est à peine 5%. Donc on consomme de plus en plus d'électricité. Et on est de plus en plus nombreux dans l'équipage, sur la planète, et comme en Bretagne. Donc il faut s'organiser pour faire autrement, quoi. D'une manière ou d'une autre, il va falloir changer un peu le système. Roland Jourdain, en parallèle des projets sportifs, hein, votre entreprise Kairos intègre une cellule dédiée notamment aux composites biosourcés. Et vous avez créé un fonds de soutien aux explorateurs du 21e siècle qui s'appelle Explore. Qui sont justement ces nouveaux explorateurs du 21e siècle et pourquoi avoir créé un tel fonds ? Parce qu'après, partir dans l'aventure des biocomposites qui étaient directement liés à ce que j'avais vu sur l'eau et puis à ma sensibilité, c'est trouver des matériaux issus du milieu naturel. La nature a tout inventé. Donc les biocomposites qui sont le lin, le chanvre, les résines biosourcées, etc. Dans la compétition, on plonge dans des domaines et on va jusqu'au bout. Là, on va assez loin et puis on fait des nouvelles rencontres. Et je me rends compte moi-même que les explorateurs de demain, c'est ceux qui vont nous faire comprendre comment habiter tous un peu mieux en respect de l'environnement. Donc c'est c'est comprendre comment ça marche, innover, trouver des solutions, donc collaborer sur du concret et sensibiliser le plus grand nombre. Donc on s'appuie sur des projets pour montrer que ça existe. Ce n'est pas des projets de multinationales, c'est des gens qui ont une idée à un endroit, à un moment. C'est sur toute la planète. Hein. C'est sur toute la planète, avec une base arrière qui est Explore à Concarneau, qui est une émanation en fait, de notre philosophie de la course au large, on va dire. Et dans ces secteurs d'activité qui sont liés aux biomatériaux, comme il faut venir voir le stand ici, Explore, les low technologies, comment faire mieux avec moins, et comment chacun chez lui peut imaginer. Chacun est inventeur, je pense que chacun est explorateur, et c'est redonner le goût en fait d'explorer et de partager ça. Merci Roland Jourdain. Alors on va vous revoir sur un bateau aussi assez prochainement. Vous êtes au départ de la Transat Jacques Vabre. Oui, tout à fait, avec Lionel Lemonchois sur son trimaran Prince de Bretagne. Ça vous fait plaisir, j'imagine, de courir de nouveau sur des compétitions ? Ah bah ouais. Bon, j'arrête pas trop, hein, mais des fois là j'ai couru plus aux États-Unis cette année et ailleurs, sur le bateau des autres parce que j'ai pas mon propre bateau. Donc j'attends mon sponsor rêvé pour le Vendée Globe et les autres, mais le bateau des autres c'est bien aussi. Hein. Peut-être qu'on va le trouver ce week-end, votre sponsor ici sur le festival à Brest Transition. Merci Roland. Ludovic Jolivet, vous êtes le maire de Quimper et président de Quimper Communauté. Pourquoi ce festival de la transition énergétique a toute sa place ici à Quimper ? Parce que la Cornouaille, c'est un exemple. La Cornouaille, Quimper Communauté, depuis 20 ans, on rentre concrètement dans les efforts pour protéger la planète, que ce soit une déchetterie qui brûle plutôt que d'enfouir, c'est aussi les stations d'épuration aux normes qui produisent du gaz, c'est les bus au gaz qui fonctionnent depuis une quinzaine d'années sur Quimper et on est peu imité. Donc ce salon est un showroom pour expliquer concrètement au grand public que l'écologie n'est pas que punitive, elle est aussi dans la vie de chacun. C'est un peu pour démystifier tout ça et encourager à produire mieux, à protéger la nature, à essayer de saisir la moindre énergie qui passe, un mouvement, un rayon de soleil. La technique permet des choses extraordinaires. Alors pourquoi à Quimper ? Bien, on a Bolloré à côté, on part de la feuille à cigarette, au condensateur, à la batterie, à la Blue Car, au Bluebus. On aura une interview tout à l'heure en effet de Vincent Bolloré. Et les usines de méthanisation aujourd'hui, par exemple, à Quimper, permettent d'utiliser du gaz et notamment les bus permettent donc de roulent en tout cas au gaz produit à Quimper. C'est ça qui est extraordinaire. Et on doit le démontrer chaque jour. C'est pour ça que ce festival était complètement intéressant pour nous, en tout cas de le soutenir, d'appuyer M. Collet dans cette affaire, parce que c'est concret et réel chaque jour pour les Quimpérois et la Cornouaille. Dernière question, Ludovic Jolivet, est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, les moyens de mettre en œuvre des vraies politiques énergétiques ? Alors on sait que les finances, voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais des vrais projets ambitieux ? Si il y a un tarissement des moyens, effectivement, c'est investir là où il faut et pour l'avenir. La filière bois, par exemple, la piscine Aquarive sera chauffée au bois. Voilà, ça, il faut investir quand on sait que ça rapporte demain ou que ça protège notre environnement. Donc, vous voyez, il y a des investissements, il y a des bons et des mauvais investissements. Investir pour l'avenir dans l'écologie et l'économie verte, ça me paraît primordial.
Merci messieurs. Alors Lucie Conque fera justement le détail des différentes animations qui vont se dérouler durant tout le week-end en fin d'émission. On va tout de suite justement passer à l'habitat. La première maison passive dans le Finistère est sortie de terre en avril 2014 à Gouénard, sur le territoire de la Cornouaille. Ses occupants ont donc passé une année entière dans ce logement, basse consommation, un logement qui s'est avéré encore plus économe que prévu. Je vous propose tout de suite de regarder le reportage de Frédéric Lorenzo. Gilbert et Josiane ont emménagé dans leur maison neuve il y a tout juste un an. Depuis, chaque matin, au petit déjeuner, ils relèvent les températures. La température, elle a monté de 2 dixièmes de degré. Température extérieure était de 10,1, température intérieure 28. Il n'y a pas de radiateur, il n'y a absolument rien. Alors donc, eh bien, on s'est dit, est-ce que la maison va tenir ses promesses ? Cette maison dite passive a tenu ses promesses et si notre couple a suivi scrupuleusement l'évolution des températures intérieures et extérieures, c'est à la demande de leur architecte spécialisé dans les constructions passives. Un an après, le bilan dépasse les prévisions. Alors là, on vient de faire le relevé de votre index sur le compteur EDF. Vous êtes à 2978 unités de consommation, donc ce qui n'est pas beaucoup pour une année. Donc là, vous êtes à 324 € de consommation réelle, TTC. La réalité du terrain, c'est 25% en moins par rapport à ce que j'avais calculé. Au bout d'un an, ils ont eu, alors toutes taxes confondues, 500 € de consommation énergétique pour l'année, ce qui correspond à peu près à 42 € par mois. Donc il faut bien comprendre que là-dedans, il y a le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'ensemble des consommations électriques que vous utilisez tous les jours. C'est vraiment leur facture finale. Si la consommation de cette maison de 124 mètres carrés habitable est 6 fois inférieure à une maison de même taille, c'est grâce à un principe simple. Alors c'est une maison étanche au niveau des parois, oui en effet, et c'est une maison ventilée, c'est-à-dire qu'on a toujours un apport d'air frais au sein de la maison, pour avoir une qualité au niveau hygiénique. Une qualité qui se retrouve aussi sur la santé. Josiane a pu dire adieu à ses douleurs articulaires. Pour plus d'économie, Gilbert et Josiane peuvent encore remplacer l'éclairage basse consommation par des LED. Allez, on revient sur ce plateau du festival Braise Transition à Quimper qui se déroule du 18 au 20 septembre en compagnie de Lénaïque Veller. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Et Yannick Lemoigne. Bonjour Yannick. Vous m'avez donc rejoint sur ce plateau. Avec vous, Lénaïque, vous êtes conseillère à l'espace Info Énergie à Quimper-Cornouailles Développement. On le sait, le gaz, l'électricité coûtent de plus en plus cher et ça ne va pas s'arrêter là. Avant de faire le point un peu sur les différentes possibilités pour réduire sa facture énergétique, peut-on faire un état des lieux justement du parc de logements dans le Finistère ? Quel est le logement type ? Alors le logement type, il n'y en a pas forcément. Après, ça va être, on a des proportions en fait un peu, on a les logements d'avant 48, après entre 48 et 70 on va dire, et ensuite à partir de 70, des années 70 en fait. Mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de travail à mener sur l'ensemble, enfin la quasi-totalité du parc pour l'amener vers une bonne performance à terme. Quels sont aujourd'hui, Lénaïque, les objectifs justement et la mission de l'espace Info Énergie ? Alors, donc l'espace Info Énergie, ça a des missions de service public en fait. C'est un service qui est financé par l'ADEME et la région, qui existe du coup sur toute la Bretagne et même sur toute la France. Et donc nous sommes là pour accompagner les particuliers sur tout ce qui va être économie d'énergie dans le logement. Donc ça peut être la construction, mais ça peut être surtout, c'est la majorité de notre activité, la rénovation avec soit l'isolation, la ventilation, le changement des fenêtres, le changement du système de chauffage. Voilà, tout un ensemble de choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Alors aujourd'hui, quelle première chose on peut faire justement ? Il faut faire ce qu'on appelle un diagnostic pour faire un état des lieux de son propre logement à isoler ou à revoir, on va dire, Lénaïque ? Oui, alors le diagnostic, vous pouvez aussi, si ça fait longtemps que vous êtes dans le logement, en vous posant quelques questions, on peut vous aider à le faire un peu vous-même. Quelque part, on n'ira pas très loin. Mais les gens, quand ils vivent dans leur logement depuis longtemps, ils savent quels travaux ont été faits. Ils savent aussi où est-ce que c'est confortable, où est-ce que c'est inconfortable. Et déjà, rien qu'en discutant, on peut quand même globalement savoir quels sont les points essentiels à traiter en priorité. Après, si on veut aller plus loin, effectivement, on peut faire des diagnostics avec des professionnels qui vont se déplacer à domicile. Mais nous, on vous aidera déjà à faire le tour de la maison et à savoir, tiens, sur quel point il faudrait accentuer
l'enquête ou est-ce que où là c'est flagrant, c'est ici qu'il faut agir en priorité, quoi. Alors il y a beaucoup aussi d'idées reçues. Souvent on se dit allez, on va acheter une chaudière dernière génération qui coûte horriblement cher, mais on m'a dit que derrière j'allais faire des économies. Mais c'est peut-être pas par ce biais-là, justement, dans ce sens-là, hein, qu'il faut voir justement les performances d'une maison. Alors effectivement, souvent on se dit bon, je change ma chaudière, je change d'énergie, je vais diminuer ma consommation et oui, c'est le chauffage en fait, c'est un peu comme une voiture, ça peut pas être rentable. On met de l'argent dedans et tous les ans on va continuer à en mettre pour l'alimenter en énergie. Donc l'essentiel c'est vraiment d'agir sur la maison, hein, parce que le chauffage qu'on amène dans la maison, c'est ce qui sort de la maison. Donc on fait en sorte que ça sorte. On fait en sorte que l'énergie ne s'échappe pas de la maison et comme ça on aura réellement moins de chauffage à y apporter. Mais c'est la seule façon d'agir véritablement sur les futures consommations de la maison. En fonction des budgets, chacun peut justement, à la hauteur de ce qu'il peut mettre ou dans l'isolation ou dans du nouveau matériel, adapter et faire en sorte que sa maison soit un peu plus économe avec des gestes simples. Oui, alors avec des gestes simples, on peut déjà agir effectivement sur ses consommations et puis avec des petits équipements aussi parfois, on peut vous conseiller là-dessus qui ne coûtent pas très cher, on peut aussi agir. Alors après, effectivement, si on a une maison qui est très énergivore, sans travaux, ça va être compliqué, mais il y a des aides qui existent, qu'on connaît bien évidemment pour vous aider dans votre projet. Alors justement, une ou deux aides financières auxquelles peut bénéficier le grand public. Alors donc le grand public, sans condition de ressources, on va avoir tout ce qui va être crédit d'impôt. Donc même les gens qui ne payent pas d'impôt sont éligibles au crédit d'impôt, ce n'est pas une déduction fiscale. On a aussi l'éco-prêt à taux zéro, quand on a plusieurs types de travaux à mener. Et puis pour les plus modestes, il y a des aides spécifiques où ils vont être vraiment accompagnés de A à Z dans leur dossier. Vraiment, les collectivités là-dessus assurent cet accompagnement des particuliers qui sont plutôt dans des tranches de revenus basses. Lénaïque, un ou deux conseils qu'on peut donner justement aux particuliers. Alors bien sûr, de se rendre dans un des 19 points Info Énergie qu'il y a sur toute la Bretagne. Un conseil autrement ? Un conseil, alors ne chauffez pas trop, chauffez quand vous êtes là déjà. Et puis faites la chasse au courant d'air chez vous parce que ça consomme énormément de chauffage et c'est très inconfortable. Très bien, merci Lénaïque. Alors à côté de vous justement il y a Yannick Lemoine. Yannick Lemoine, vous êtes le directeur du service développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère. Après avoir fait un diagnostic, en effet, on va se tourner assez naturellement vers une entreprise artisanale pour faire des travaux. Ce qui s'applique aux particuliers, on vient de le voir l'aborder avec Lénaïque, s'applique aussi aux artisans. Pour vous, la transition énergétique, c'est au final une fusée à 2 étages. C'est un moyen de faire des affaires, du business, mais aussi de faire des économies. Oui. Alors, du business dans une première étape, parce qu'effectivement, s'il y a des travaux dans les maisons, le principal chantier aujourd'hui pour les artisans, c'est la rénovation. Donc effectivement, les artisans se doivent d'être présents et d'y répondre. Donc, on verra sans doute tout à l'heure comment. Et la deuxième partie, c'est que l'artisan lui-même est consommateur d'énergie. Donc il doit aussi réfléchir à comment mettre en œuvre son activité en consommant le moins. Alors on parle souvent dans la première étape, quand on parle de consommation d'énergie, on va parler des bâtiments. Mais on a aussi, prenons l'exemple d'un boulanger ou d'un boucher qui travaille avec des outils électriques ou d'entreprises de mécanique ou autres. Effectivement, moins il consomme d'électricité, moins ça a un impact sur ses charges et donc une meilleure rentabilité d'entreprise. Alors on parlait justement des différentes aides tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à disposition du grand public pour avoir une connaissance, je dirais, des artisans qui œuvrent au quotidien sur le territoire ? Alors oui, il y a des outils qui peuvent être existants aujourd'hui par des organismes comme la DIL par exemple, mais également on va mettre en place justement en lien avec les plateformes d'économie d'énergie, on va mettre en place un annuaire des entreprises du bâtiment qui va être effectif en début d'année 2016, qui permettra à tout le grand public, lorsqu'il cherchera une entreprise finistérienne du bâtiment, d'aller répertorier cette entreprise. Et pour l'entreprise, ce que l'on va proposer, c'est qu'il puisse y mettre une carte de visite expliquant ce qu'il fait, quelles sont ses qualifications, mais également quel est son savoir-faire. De quelle manière justement est-ce que vous travaillez avec l'espace Info et Énergie avec Lénaïque ? D'une manière la plus simple possible, c'est-à-dire que sur des sujets qui nous concernent, on travaille, alors, notamment Lénaïque, avec une de mes collaboratrices qui est Nathalie Perron, qui est en charge du bâtiment chez nous. Il y a des échanges et on travaille aujourd'hui dans le cadre d'un appel à projet du Conseil régional de Bretagne sur
quel est le rôle de l'agence, qui est un rôle vis-à-vis du grand public, et quel est le rôle de la chambre de métier, qui est son rôle vis-à-vis des entreprises du bâtiment. Donc, chacun dans sa partie, mais en travaillant en partenariat. Alors depuis peu, il y a une norme qui s'appelle la norme RGE qui a été mise en place. Est-ce qu'aujourd'hui, les artisans sont formés et suffisamment nombreux et suffisamment bien formés aussi pour répondre à toutes ces questions liées aux normes énergétiques? Alors, pour être précis, j'ai pris les derniers chiffres. Donc effectivement, au niveau français, fin août, on arrivait à pas loin de 47 000 entreprises qui aujourd'hui sont formées. Et si on ramène ça au niveau breton, on est de l'ordre de 3 650. Et on ramène ça au niveau finistérien, c'est le dernier chiffre précis à fin mai était de 922. Alors, sur 15 000 artisans. Hein. 15 000 artisans dans le département, dont en gros 6 500 entreprises du bâtiment. Donc, les gens il y a encore un écart quand même. Il y a effectivement un écart, mais toutes les entreprises du bâtiment n'ont pas forcément besoin d'être RGE. Le RGE a un intérêt pour les gens qui travaillent avec des particuliers sur de la rénovation et les gens qui veulent bénéficier soit du crédit d'impôt, soit de l'éco-PTZ. Donc, mais c'est quelque chose qui est en marche. N'oublions jamais qu'une entreprise se forme, pas simplement pour prouver sa qualification, mais pour prouver aussi s'il y a un business derrière. Donc ça évolue. Et je pense que là, si on se met là fin 2015, les entreprises attendent de savoir ce qui va être inscrit dans la loi de finances 2016 pour savoir s'il y a continuité sur le crédit d'impôt et de pouvoir continuer à se former. Mais on peut espérer que le nombre de 922 augmente demain. Naturellement, va de toute façon augmenter. La réglementation thermique 2005, 2012, 2020, la certification RGE, on vient de l'aborder. Une norme en chasse une autre. Et vous, au sein de la CMA, vous demandez aussi aux politiques une certaine stabilité, on va dire, permettant aux artisans de se former et d'appliquer les textes en vigueur. Ça va trop vite aujourd'hui, la transition énergétique ne se fait pas en douceur. Il ne suffit pas de décider, il s'agit de faire. Donc effectivement, l'exemple de la RGE, c'est exactement le bon problème. Ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'à un moment donné, il faut qu'une entreprise ait cette qualification pour que l'entreprise se doit s'engager dans un processus de formation, y compris une formation administrative. Donc laissons le temps au temps. On dit toujours la norme tue la norme. Oui, à un moment donné, je crois que appliquons bien les textes qu'on se doit d'appliquer. Lénaïque parlait tout à l'heure de choses très simples. Je crois que tout n'a pas besoin d'être normé. Il y a beaucoup de bon sens qui rentre en ligne de compte. Et je crois que les artisans sont des professionnels. Ils doivent être en capacité d'informer leurs clients. La formation est complémentaire, mais ne résout pas tout. Très bien. Merci en tous les cas à vous deux d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous covoiturez d'une manière ou d'une autre tous les deux ? Alors on n'est pas du tout dans les mêmes endroits professionnellement. Donc, alors pas ensemble, hein, mais de votre côté, est-ce que vous covoiturez de temps en temps ? Moi je fais plutôt le vélo. Vélo, Lénaïque ? Je sais que vous vous déplacez beaucoup. Moi j'ai choisi de vivre dans le plus beau coin de Bretagne et qui est assez éloigné de mon travail. Et le problème c'est que j'ai des horaires qui ne sont pas réguliers. Donc c'est difficile le covoiturage. Écoutez, dans certaines entreprises, cette façon de se déplacer se développe fortement, comme ont pu le constater Kevin Caillé et la pétillante Marie-Noëlle Pouliquin. Audrey et David viennent de sortir du travail. Et comme chaque jour depuis 4 ans, ils s'apprêtent à covoiturer ensemble pour rentrer chez eux. Ça va ? Ouais. Ça a été la journée ? Ouais, ça a été. Bon, là, il y a du mauvais temps. Hein. Ah oui, c'est là. Ouais. Un bon temps de chez nous. Et voilà. Bon, c'est parti. Allez, en route. Leur bureau est à Quimper, mais Audrey habite Landivisiau et David à Anvec. L'idée leur est donc venue naturellement de partager un véhicule. En fait, quand je suis arrivée dans le service, j'ai appris que David habitait non loin de chez moi et faisait le même trajet tous les jours pour se rendre au travail. Donc c'est vrai qu'on s'est dit que c'était forcément positif de pouvoir le faire ensemble. Positif et convivial. Avec son cartable maintenant, et biche. Et toi, Louisa, pas encore ? Non, Louisa, ça sera en janvier. L'ambiance est détendue, les deux collègues parlent bien sûr boulot, mais aussi famille, loisirs, maison. Bref, le trajet passe à toute vitesse. C'est sûr. On covoiture pour différentes raisons. C'est plus agréable de faire la route avec des collègues. Il y a également une question environnementale, pourquoi prendre deux voitures quand on peut en prendre une seule. Et également des conditions financières, puisque pour se rendre au même endroit, autant partager les frais, ce qui est le cas dans le cadre de covoiturage, où chacun prend sa voiture à tour de rôle. Des avantages qui séduisent de plus en plus leurs autres collègues du Crédit Agricole.
une démarche écologique personnelle mais aussi soutenue par leur entreprise. Sur les trajets professionnels, des voitures électriques sont mises à disposition, des places de parking spéciales covoiturage sont créées, le remboursement des frais kilométriques est plus élevé lors de trajets en commun et des systèmes de visioconférence évitent le déplacement pour des réunions. Peut-être qu'avec l'IP, on va pouvoir regarder si on ne peut pas mettre à jour. Une politique volontariste qui a réduit sur 2 ans de 80 000 km la distance parcourue par leur voiture de service. Le covoiturage, pour moi, fait partie des petits gestes du quotidien que je peux faire en faveur de l'écologie et je trouve que d'essayer de marquer le coup à chaque fois que l'on peut, c'est une bonne chose. Donc oui, il me semble que forcément de prendre une voiture à la place de 2, ça a un impact sur la planète, en tout cas je l'espère. Et puis voilà, il y a plein d'autres petits gestes du quotidien que j'essaye de faire pour pouvoir éviter de laisser une trace trop sale sur notre terre. Bon, je te souhaite une bonne soirée, David. Merci à toi aussi. Ouais. Et demain matin, même heure. Ouais, 8h, ça roule. Ça marche. Demain. Yes, à demain, salut. Pour Audrey et David, le covoiturage c'est devenu une évidence, une habitude qui s'est mise en place petit à petit et qui permet quotidiennement de réduire leur empreinte écologique. Alors on vient de voir un exemple de dispositif mis en place pour se déplacer à moindre coût et par la même occasion baisser un peu son empreinte carbone. En Bretagne, ça fonctionne plutôt bien, notamment par le biais des aires de covoiturage qui sont mises en place par les conseils départementaux. Sur le Finistère, par exemple, il y a 32 aires de covoiturage. André Guénégan, bonjour. Vous êtes le vice-président de Quimper Communauté, délégué au transport et à la mobilité. Quelles sont les actions menées par la communauté pour développer justement une mobilité plus verte, on va dire, sur le territoire? Voilà, la mobilité tout simplement, plus verte c'est certain. On a un réseau de transport en commun en particulier qui couvre toute la communauté d'Aglo. Ça fait quand même plus de 3 millions de kilomètres parcourus chaque année. Donc on a pensé dès le début qu'il fallait faire un effort à la fois pour desservir le public, mais en même temps pour marquer de notre action le domaine, l'écologie. Et donc dès les années 2000, il y a eu l'utilisation du gaz pour les bus. En 2003 ou 2004, je ne me souviens plus, on a mis en place le diester pour les bus qui étaient encore au diesel. Et nous continuons aujourd'hui et nous expérimentons, là, cette semaine d'ailleurs, le petit bus électrique ou à électricité de chez Bolloré. Donc on essaie de faire une marche en avant. Le coût est à peu près le même, hein, donc on peut faire cet effort. C'est de l'ordre de 3,50 € à peu près par kilomètre. Et donc on poursuit cet effort et qui aura même des conséquences pour le public puisque le grand garage de la Cube au Petit Guélin va avoir dans quelques temps une petite station, une station annexée qui permettra d'avoir une desserte de GNV pour la clientèle extérieure et ça permettra aussi d'accélérer le remplissage des bus au GNV. Voilà, on a une flotte, je n'ai pas précisé, de l'ordre de 50 bus actuellement qui fonctionnent donc soit diesel, soit GNV, mais la grande majorité au gaz. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment au travers des transports en commun et du bus, vous venez de l'expliquer, sur Quimper Communauté. Alors on va tout de suite continuer de parler de transport et d'innovation en Cornouailles avec Vincent Bolloré, bien sûr, j'imagine que vous connaissez, Monsieur Guénégan. Le PDG a donné une interview dans le cadre de la 2e édition de l'économie circulaire en Cornouailles, ECO, un projet piloté et porté par la CCI, qui se déroule aujourd'hui aussi à Quimper. On va tout de suite écouter Vincent Bolloré. C'est le PDG du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, depuis très longtemps, est spécialiste du stockage de l'électricité. Et donc, il nous a paru intéressant, au moment où tout le monde a envie de moins de pollution, de trouver une batterie suffisamment robuste et forte pour permettre aux véhicules électriques de se développer. Ce que nous avons fait avec Autolib, qui est un grand succès, qui est parti maintenant aux États-Unis et en Angleterre. On fait la même chose avec des bus. Et vous avez aussi des applications stationnaires qui permettent notamment de stocker l'électricité au moment où il y a du soleil, par exemple, et de la restituer la nuit. C'est donc un investissement dans un secteur très en pointe, fait bien sûr à partir de notre origine bretonne dans nos usines d'Ergué-Gabéric. C'est bien sûr en Cornouailles qu'on a fait nos investissements et qu'on continue à les faire parce que c'est l'origine de notre groupe. Le 17 février 1822, les Bolloré étaient des hardis marins qui défendaient les embouchures des rivières et puis après ils sont devenus industriels. Et donc c'est dans cet endroit qu'on trouve la meilleure technicité et puis un cadre de vie exceptionnel puisque vous avez la mer, vous avez la terre, vous avez des gens remarquables
Et c'est vrai que chaque fois que des étrangers, qu'ils soient américains, japonais ou russes, viennent regarder nos technologies, eh bien la Cornouaille, pour eux, c'est important. Et donc, 6 ans après la fête de notre bicentenaire, on est heureux de continuer à investir là-bas. On sait tous que notre planète est menacée, on sait tous qu'il faut qu'on s'habitue à vivre plus nombreux avec des ressources limitées. Et donc, il faut appuyer cette démarche et que tous les entrepreneurs, bretons ou non, viennent aider la CCI dans ce projet d'économie circulaire. André Guénégan, on vient de voir Vincent Bolloré, le PDG du groupe Bolloré. Est-ce que vous avez des projets? J'ai cru voir, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais j'ai cru voir en ville déjà un bus siglé Bolloré sillonner les rues de la ville. Voilà, écoutez, la semaine de la mobilité, c'est le moyen aussi de mettre en avant des projets que l'on peut avoir. Là, nous sommes justement au cœur de la semaine de la mobilité. Donc, le petit bus Bolloré qui marche donc sur Pile est en train de circuler actuellement dans les rues de Quimper. Il fait un circuit au centre-ville. C'est pas quelque chose d'anecdotique puisque c'est un projet qu'on a eu dès le début de notre arrivée à la mairie, c'est de mettre un circuit au centre-ville. Donc, il sera certainement testé lors de du prochain lancement d'appel d'offres puisqu'il y aura un renouvellement de l'appel d'offres pour les transports en commun. Et actuellement, donc, ce petit bus électrique circule, fait une navette au centre-ville. Il est gratuit. En moyenne, je crois qu'hier, on a dû tourner à 150 personnes qui l'utilisent, qui montent. Et on a l'idée de faire un circuit, donc, plus tard, dans le centre-ville de Quimper. Pourquoi pas avec, justement, une navette électrique. Merci André Guénégan. Je vous propose quelques instants de quitter le continent et prendre le bateau direction Kéménès, une île laboratoire du développement durable dans l'archipel de Molène, sur laquelle s'est installée une famille, la famille Cuigné. Julie Rosaire et Tara Lagoutte ont fait la traversée. David et Soisic sont des paysans comme les autres, cultivateurs de pommes de terre, éleveurs de moutons, chambres d'hôtes, à la différence près qu'ils vivent seuls et en autarcie sur une île de l'archipel de Molène. Le couple a été choisi en 2007 par le Conservatoire du Littoral pour redonner vie à l'île de Kéménès et préserver les 26 hectares d'une faune et d'une flore exceptionnelles. L'idée, ce n'était pas de faire une énième réserve naturelle, c'était au contraire d'essayer de démontrer qu'on pouvait allier sur un projet insulaire à la fois une activité économique, l'accueil du public et la préservation de la biodiversité. L'île de Kéménès avait une particularité, c'est que c'était la seule île où on partait de 0 habitant avec un objectif de remettre une activité humaine avec des habitants. Pour remettre des habitants sur l'île, il a fallu pouvoir proposer tout le confort moderne. David, Soisic et leurs 2 enfants ont tout l'équipement ménager d'une maison classique. Ils accueillent près de 400 personnes par an dans leur chambre d'hôtes et ils l'assurent, ils vivent comme tout le monde. On a le même quotidien que n'importe quel paysan continental. Voilà, on travaille. La seule différence, effectivement, c'est que quand on doit aller faire les courses ou l'approvisionnement de la chambre d'hôte ou quoi que ce soit, on doit prendre le bateau au lieu de prendre notre voiture. Mais pour avoir accès à tout ce confort, il a fallu trouver des solutions pour l'alimentation en eau et en électricité. L'eau de pluie est récupérée pour les besoins de la famille. Pour l'électricité, il a fallu plus de moyens. Il n'y avait jamais eu ni eau courante ni électricité sur l'île et du coup il y avait un gros enjeu technologique pour trouver les moyens qui allaient permettre de produire de l'énergie sur l'île. Et du coup ce qui a été choisi, c'est un système mixte éolien et photovoltaïque qui du coup permet d'alimenter l'ensemble de la ferme. Ces installations ont été financées en partie par EDF qui continue de s'intéresser de près à Kéménès. Pour l'entreprise, l'île est un véritable laboratoire dans le développement des énergies renouvelables. Les enseignements, c'est la grande complémentarité des 2 sources énergétiques que sont le solaire et l'éolien. Le solaire est vraiment très disponible l'été, l'éolien est très disponible l'hiver. On est au fond, c'est un peu une mini-planète, l'île de Kéménès. C'est un monde avec toutes ses dimensions. Loin d'être un retour dans le passé, Kéménès est finalement un laboratoire de la préservation de l'environnement et peut-être un mode de vie de demain. La mer, les îles, les énergies renouvelables parlent forcément à mes 2 invités. Loïc Chénel-Giard, bonjour, vous êtes vice-président
de la région Bretagne en charge de l'économie et de l'innovation. À vos côtés, Jean-François Davio, faut-il encore le présenter? Bonjour Jean-François. Depuis juin, l'hydrolienne D10 s'est immergée au large de l'île d'Ouessant et devrait être raccordée au réseau électrique dans les tout prochains jours. On l'abordera tout à l'heure. Messieurs, bonjour, merci pour votre participation à cette émission spéciale à l'occasion du festival de la Braise Transition. L'énergie est au cœur des préoccupations du Conseil régional. La Bretagne importe plus de 90% de l'énergie qu'elle consomme. Lors des pics de consommation en hiver, le réseau est souvent malmené et saturé. Le blackout nous guette à chaque coup de froid. Pour pallier ces difficultés, la région a fait de la maîtrise de la consommation et de l'essor des énergies renouvelables une priorité. Loïc Chenet-Girard, en 2 mots, présentez-nous les objectifs du fameux pacte électrique breton, cher au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Ce pacte énergétique breton vise une ambition forte, c'est de continuer à développer la Bretagne. Développer la Bretagne nécessite effectivement d'avoir une capacité de production énergétique pour éviter le blackout, comme vous disiez tout à l'heure, pour continuer à accueillir des industries, qu'elles se développent sur notre territoire en ayant l'énergie qu'elles souhaitent, et puis de participer à la transition énergétique qui est appelée aujourd'hui de tous les citoyens. Je pense que chacun a conscience de l'urgence, et la Bretagne, de par sa position, a un atout majeur à jouer, sa position sur la mer, sa position aussi avec une faible production énergétique actuelle, qui nous impose ou qui nous pousse à avoir envie de participer et d'aller plus vite encore dans cette transition énergétique. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix et on a l'envie et l'ambition dans ce territoire de le faire. Le barrage de la Rance, c'est déjà ancien, mais ça marque les Bretonnes et les Bretons. Et aujourd'hui, les hydroliennes, les éoliennes vont faire partie de notre ADN. Avec justement ces 2700 km de côte, la Bretagne est la première région nationale en ressources énergétiques grâce au vent, au courant et la houle. Et pourtant, il manque encore peut-être certains leviers pour la phase d'industrialisation aussi, qui met du temps à se mettre en place. Quels sont justement les freins à ce développement ? Ça coûte cher, c'est difficile à mettre en place. C'est un marché qui est effectivement très capitalistique, qui demande beaucoup d'argent, qui demande aussi un investissement de long terme. C'est un marché qui est complexe parce que nous défrichons au niveau de la réglementation, au niveau des usages de la mer. Pour aller en mer, il faut avoir des autorisations multiples, il faut regarder les différents acteurs déjà en place. On parle de l'armée, mais on parle aussi des pêcheurs, on parle de l'ensemble des acteurs de plaisance ou la course au large. Nous parlons aussi des problématiques de réglementation et de formation des jeunes gens qui demain viendront développer et entretenir l'ensemble de ces nouvelles machines. Et donc nous voyons bien là que c'est un nouveau monde qui s'ouvre sur lequel il faut investir beaucoup de temps et d'argent. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter quelques actions très concrètes issues de ce pacte électrique breton et qui sont associées aux EMR? Très concrètement, un plan de formation pour faire en sorte que nous puissions adapter nos formations aux besoins des industriels, pour faire en sorte que demain, les machines soient le plus possible montées en Bretagne, Bretagne Inside, parce que ce n'est pas le tout d'installer des éoliennes ou des hydroliennes en mer. Il faut que le maximum de valeur ajoutée et d'emploi soit issu de Bretagne et produit en Bretagne. Nous avons aussi des financements importants sur l'innovation. Financement sur l'innovation pour que les entreprises, qu'elles soient bretonnes ou d'ailleurs, se disent que c'est en Bretagne que ça se passe et qu'on peut innover et préparer l'économie de demain. Et puis enfin, le troisième point, le polder de Brest, les investissements sur le port de Brest, parce que nous voyons bien que l'accès à la mer, 220 millions d'euros, 220 millions d'euros, c'est un investissement considérable, c'est un pari sur l'avenir, mais c'est indispensable pour que demain, les gros colis qui vont être posés en mer puissent partir du port de Brest. Quel rôle peuvent jouer les entreprises locales sur les questions justement des énergies renouvelables? Énormément de rôles. Tout d'abord, toutes nos compétences en électronique, en mécanique, en fabrication de gros éléments, notamment de par les chantiers navals que nous avons sur la Bretagne. Tous ces acteurs-là vont être à la manœuvre pour les années qui viennent. Ensuite, nous avons une culture des smart grids pour faire en sorte que l'énergie qui va être importée, produite en mer, puisse s'injecter dans le réseau correctement sans tout faire sauter, comme on dit classiquement. Et là, nous avons des ingénieurs, nous avons des entreprises qui se sont développées dans la maîtrise des outils informatiques pour gérer les pics énergétiques. Et nous avons depuis longtemps une culture sur les communications en Bretagne, sur l'électronique et l'informatique. Et donc tout cela mêlé permet encore une fois de travailler sur les smart grids et donc la capacité d'injecter des énergies renouvelables dans un réseau qui est ancien et qui lui fonctionnait avec des énergies très centralisées issues des centrales à charbon ou des centrales nucléaires. Dernière question très rapidement, on parle de projets qu'on va voir le long de nos côtes, 2 ou 3 projets? Alors, des projets qu'on va voir effectivement comme au large de Saint-Brieuc, où vous aurez les éoliennes posées qui seront à 17 km, donc vous les verrez à peine, mais elles seront là bien présentes. Et puis plein de projets qu'on ne voit pas, mais qui sont bien existants. Sabella est un très bel exemple au large ouessant. Et là, c'est sous l'eau, ça ne se voit pas, mais c'est bien là et ça produit de l'énergie
pour notre Bretagne, c'est vraiment un pari qui est merveilleux parce que c'est beaucoup d'espoir, beaucoup d'emplois et un enthousiasme génial parce que quelque part on prépare la transition énergétique, on est vraiment dedans et c'est concret. Merci Loïc Chenet-Girard. Jean-François Davio, bonjour. On parle de transition énergétique et du pacte électrique breton. Depuis quand vous travaillez-vous sur ces questions d'autonomie énergétique ? Début des années 2000, ce projet a démarré. Il a vraiment décollé à partir de 2005 avec une labellisation au pôle mer de Bretagne. Et puis 2008, pour rappeler très rapidement l'historique, 2008, la première petite hydrolienne immergée sur les côtes françaises. La D03 à Bénodet. Bénodet, absolument. Et 2009 ensuite, lauréat donc, de l'AMI démonstrateur énergie marine de l'ADEME, donc avec le projet D10 qui est actuellement en voie d'achèvement dans sa phase installation et puis qui va démarrer bien sûr dans une phase campagne d'essai, mesures de performance, évaluation environnementale, acceptation sociale et j'en passe. Voilà. Et puis la suite, c'est ferme pilote Ouessant et l'international à fond. Alors justement, on évoquera tout à l'heure le côté international. La D10 est immergée au large de Ouessant. Elle va être raccordée très bientôt. Alors vous avez suivi un petit peu l'aventure de ce projet, donc très rapidement, donc fin mai, on est allé immerger donc un câble entre la côte ouessantine et le site d'immersion. On ne peut utiliser que les périodes de mortes eaux pour intervenir. Encore une fois, on est dans des sites hostiles, mais c'est cela qu'on va chercher, bien sûr. Fin juin, nous avons immergé donc cette machine, et puis depuis fin juin, la météo n'était pas au rendez-vous de ces mortes eaux pour pouvoir aller finir ce branchement d'une prise électrique, ni plus ni moins, qui se trouve au fond de l'eau, pour pouvoir accorder cette machine à Ouessant. Donc on y retourne ce week-end, décollage dimanche de Brest, et puis lundi ou mardi ça devrait être raccordé. La météo est un peu limite, mais ça doit le faire. Quels sont justement, quel est le potentiel de production énergétique pour Ouessant sur ce projet de ferme pilote à terme, du coup Jean-François Davio? On est là au cœur de la transition énergétique. Ouessant est ce qu'on appelle une ZNI, une zone non interconnectée, donc qui produit elle-même son électricité à partir de fuel qu'on lui transporte, qu'on lui amène. Elle produit en l'occurrence pour 900 habitants quelque chose comme 2 millions de litres de fuel par an. Et la ferme pilote à l'horizon, donc 2019-2020, c'est entre la moitié et les 3/4 de réduction de cette consommation de fuel. Donc on est vraiment au cœur de la transition énergétique. À terme, Jean-François Davio, où pourra-t-on voir ou du moins entrevoir les hydroliennes à travers le monde? Il y a déjà des projets? On y travaille. Alors, à travers ce projet Sabella D10, encore une fois, qui est une première vitrine, j'ai envie de dire, des technologies bretonnes et françaises, et puis des fermes pilotes à venir. Le monde nous regarde, les zones, en tout cas, les zones insulaires principalement, puisque encore une fois, c'est là où l'énergie est le plus chère. Donc, soit le Chili, l'Indonésie, les Philippines, c'est des pays qui bougent, qui ont envie effectivement de s'électrifier ou de substituer une énergie fossile à ces énergies marines. Et il y a des beaux projets qui se dessinent et sans doute à court terme, je pourrais vous annoncer les choses. Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission. Alors on va voir justement si le grand public est conscient de l'enjeu de cette transition énergétique. Kevin Keillet et Marie-Noëlle Pouliquin ont interrogé les Quimpérois à ce sujet. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire. Transition, c'est pour passer à autre chose? Voilà, tout à fait. Donc peut-être du renouvelable au non renouvelable au renouvelable. C'est l'abandon des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Ouais. L'utilisation solaire ou vent, éolienne, courant, tout ça. Oui, c'est ça que vous appelez la transition énergétique. Bah oui, on y est sensible. On chauffe, on utilise l'aérothermie, qui consomme très peu d'énergie d'électricité. Voilà. On isole bien la maison, pour consommer moins. Je pense que quand on aura un chez nous, on y pensera. Parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les deux, mais c'est vrai que pour l'instant, pour le moment, pas encore. Je chauffe au bois depuis quelques années, on a un poêle, on a isolé la maison. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut faire, chacun à notre niveau. Après, il faudra sans doute faire plus. C'est pas une question qui au quotidien participe de mes motivations prioritaires, mais sur le fond, je suis sensible à ces questions. Mais c'est un vaste débat, qui est à la fois global, politique et qui concerne chacun. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est au chacun de prendre les devants ou est-ce que c'est aux politiques de créer des politiques publiques en la matière? C'est sûr que l'État peut aussi faire des choses. Oui. Mais si déjà tout le monde y met un peu du sien, c'est sûr que ça peut déjà bouger pas mal de choses.
dernière partie de cette émission spéciale à l'occasion du festival Braze Transition à Quimper, au pavillon Penvillers, où nous nous trouvons en compagnie notamment de Lucie Kong. Lucie, tout à l'heure, vous nous ferez un point sur les principales animations qui se déroulent ce week-end. Bonjour à vous. Bonjour. Alain Géga, bonjour. Vous êtes élu à la CCI de Quimper-Cornouailles. Et tout à l'heure, on présentera le programme Eco. Et à vos côtés, Gunther Paoli. Bonjour. Bonjour. Alors prenez bien les micros, mettez-les devant. Voilà, comme ça. Bonjour alors. Bonjour. Gunther Paoli, Bonjour. vous êtes un industriel belge. En 1990, vous avez créé l'entreprise EcoVert, une entreprise industrielle écologique qui fabrique un produit biodégradable à partir de sources renouvelables. Mais voilà, vous avez réalisé que finalement ces pratiques n'étaient pas si vertueuses que cela. Et en 1994, vous abandonnez l'industrie traditionnelle pour vous tourner vers un autre modèle basé notamment sur l'économie circulaire. Votre présence dans le Finistère, on la doit à la CCI de Quimper-Cornouailles. Alain Géga, vous organisez en parallèle du festival de la Braze Transition la deuxième édition justement des rencontres de l'économie circulaire, un projet pilote en Bretagne. Quels sont, Alain, les objectifs de ces rencontres ? Donc les objectifs de cette rencontre, effectivement, c'est de rentrer dans le concret par rapport à ce qu'on avait présenté l'an passé. C'est pour ça qu'on s'est associé à Gunther Paoli et sa fondation pour son programme effectivement très pratique pour arriver à mobiliser nos entreprises sur ces modèles économiques alternatifs. Alors justement, le modèle industriel classique, je dirais, Alain, est-il à bout de souffle selon vous, hein ? À bout de souffle, je ne sais pas, Gunther saura mieux que moi répondre, mais en tout cas on voit qu'on est au bout d'un système, oui. Quelles sont les actions concrètes justement menées dans le sens de l'économie circulaire sur le territoire, Alain ? Alors, sur le territoire, pour l'instant, pour l'année qui s'est écoulée, on a organisé pas mal de réunions de travail avec des experts sur des thèmes très particuliers. On a eu environ 150 participants sur ces manifestations. Ça se passait généralement à la Chambre de commerce de Quimper-Cornouailles. On a une lettre d'information régulière qui paraît tous les mois, tous les 2 mois, auquel on a à peu près 150-200 abonnés. Et on a effectivement beaucoup travaillé avec Gunther Paoli et ses associés sur justement préparer un projet pour l'avenir de la Cornouaille. Alors dernière question, Alain, après Luc Ferry l'an dernier, vous invitez cette année Gunther Paoli justement. Qu'est-ce qui vous a séduit dans sa vision d'un nouveau modèle économique ? C'est justement que c'est un visionnaire. L'idée, c'est de convaincre en fait nos chefs d'entreprise qu'effectivement, il y a une autre façon de faire et Gunther va nous aider à aller dans ce sens. Alors justement, Gunther Paoli, pourquoi le modèle industriel que nous connaissons aujourd'hui est à bout de souffle ? Je ne crois pas que c'est au bout de souffle, mais il faut faire mieux. Le grand problème, c'est que nous avons trop de chômage, nous avons trop de pauvreté, nous avons trop d'immigrants. Alors si nous faisons les choses comme on les a fait les dernières 40 années, alors on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes que nous avons. Alors pour moi, le message est qu'il faut faire mieux, nettement mieux. Et le nettement mieux, ça implique bien entendu une transformation fondamentale, assez radicale de temps en temps, de notre manière de faire des affaires. Alors justement, on voit les politiques qui parlent beaucoup. Vous dites stop, il faut arrêter de parler, il faut agir. Ah oui, pour moi, la vie, c'est l'action. On en parle trop. En plus, en Europe, on a l'habitude pour tout de faire des commissions, des comités, des études de feasibilité, on demande des experts et on ne fait rien. C'est-à-dire que l'Europe, c'est devenu un endroit pour en parler et pas pour le faire. Et je crois qu'avec ma mentalité d'entrepreneur, j'ai l'impatience. Mais je partage cette impatience avec les émigrés, je partage l'impatience avec les gens qui sont au chômage. Ils n'ont pas de patience de savoir que d'ici 5 ans, peut-être j'aurai un job. C'est cette impatience dont nous avons besoin pour transformer notre mentalité en action. Alors justement, vous avez créé un concept de l'économie bleue. Ouais. Alors, vous lui donnez n'importe quelle couleur, hein. Voilà, c'est bleu en l'occurrence pour vous, mais quel est son principe, Gunther Paoli ? Le principe est qu'on utilise ce qu'on a disponible. 1. 2. Qu'on crée des plus-values. Le grand problème, c'est que les entreprises, les dernières 40 années,
vraiment sous l'impression de la possibilité de l'efficacité du MBA, du Master of Business. Nous avons toujours cherché la même chose, des prix de revient moins chers, moins élevés. C'est toujours l'économie d'échelle, c'est toujours moins cher, moins cher, moins cher. Alors il arrive un moment qu'on ne peut plus. C'est-à-dire que pour moi, l'économie bleue, c'est de passer de ce concept du contrôle du coût vers la génération des plus-values qui nous permettent vraiment de répondre aux besoins de tout le monde. Une de vos philosophies, je dirais, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Et on peut puiser directement sur les ressources qu'on a à disposition pour créer de la valeur ajoutée. Alors au travers d'exemples assez simples, tels que le chardon. Je travaille avec le chardon. Nous avons créé la plus grande bioraffinerie en Europe tout en travaillant avec le chardon. Et en plus, on fait la transformation du chardon qui a un prix de revient qui est zéro, parce qu'il ne faut même pas le semer, il faut seulement récolter. Et alors le chardon est transformé en 8 produits aujourd'hui. Et nous utilisons pour la transformation du chardon les anciennes raffineries de Eni, la pétrolière italienne, que nous avons transformées en bioraffinage. On a récupéré tous les emplois et maintenant nous sommes, je crois, les plus concurrentiels parce qu'on a des multiples ressources, multiples revenus, multiples bénéfices. C'est-à-dire qu'avec le chardon, pour le coup, vous faites des sacs plastiques notamment. Exactement, on fait des sacs à plastique, on fait le lubrifiant, nous faisons aussi des herbicides. Nous avons aujourd'hui tous les déchets de notre production, c'est la nourriture pour le bétail. On élimine l'importation du soja du Brésil parce qu'on n'en a plus besoin. On le fait avec nos déchets de notre agriculture. Et on valorise tout ça en même temps. Bien entendu, et on crée des emplois. Alors justement, les objectifs en termes d'emploi ? Les objectifs d'emploi, c'est pour résumer, normalement une usine, pour chaque emploi à l'usine, on a 4 emplois indirects. Pour nous, on change la logique. On passe de 1 emploi dans l'usine à 60 emplois. Alors pour ça, on a besoin des PME, on a besoin des dizaines, des milliers de petites entreprises qui nous sont capables de prendre la relève de ce nouveau système qui est vraiment un système où on aura le bonheur. Dernière question, Günther Paoli. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la COP21 qui se déroule dans 2 mois à Paris, la conférence climat ? 0. Pourquoi ? 0, parce que moi j'étais à la base en 97 du protocole de Kyoto. J'ai travaillé 3 ans dans la préparation du protocole de Kyoto. Je crois qu'on ne peut plus attendre que la grande politique du monde décide. Il faut finalement le laisser aux citoyens, aux entrepreneurs de faire le changement dont on a besoin. Très bien, merci Günther Paoli. Lucie Conque, vous avez 1 minute pour nous parler justement du festival Braze Transition et aborder un peu les temps forts de ce week-end. Donc c'est du 18 au 20 septembre. Tout à fait. Donc le festival se déroule sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est un festival avant tout qui se veut grand public. On a une programmation qui permet vraiment de réunir un public familial, c'est-à-dire qu'on va trouver des animations dédiées aux enfants. Donc grâce notamment à l'association Les Petits Débrouillards, nous avons 8 animateurs sur place constamment lors du festival qui proposent des jeux, des choses très ludiques. Actuellement d'ailleurs, on voit que nous avons plus de 300 enfants qui parcourent le parc des expositions. Ce matin, il y avait des scolaires en effet. Tout à fait. Depuis ce matin, nous avons 300 enfants, plus des lycéens, voilà, vraiment tout âge. Donc les enfants sont les bienvenus, mais également les parents. Il y a des programmes de conférences, de tables rondes, donc avec des invités de prestige, comme on peut avoir Günther Paoli ici. Ces tables rondes auront lieu tout le week-end. Et il y a également, à côté de cela, de nombreux ateliers qui vont se dérouler. On peut retrouver toutes les informations, Lucie, sur le site internet. Tout à fait, www.braze-transition.bzh. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci aux équipes techniques de TBO, notamment à Marie-Noël Pouliquin, aussi à Vincent Coppola au niveau de la CCI, à Alain Collet pour m'avoir aidé à préparer cette émission. J'espère que cette émission aura titillé un peu votre curiosité sur la question primordiale de la transition énergétique. Le festival Braze Transition se déroule jusqu'au dimanche 20 septembre. À bientôt sur vos chaînes locales.